Et ce sera direction Athènes et non pas Francfort ce jeudi pour les gouverneurs de la BCE pour cette réunion délocalisée. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous avez été à la tête de cette institution, un président de la BCE de 2003 à 2011. Alors a priori, pas de surprise sur la pause, la première depuis le début du resserrement monétaire et du cycle de hausse. En fait, est-ce qu'il y a vraiment le choix jeudi ? Écoutez, les annonces ont été assez claires. Il n'y a pas de pré-annonce d'une augmentation de taux d'intérêt, donc le marché s'attend à ce qu'il y ait pause, en effet. Pause, le terme est probablement impropre. Pas d'augmentation, pas de changement de taux d'intérêt. La Banque Centrale Européenne se réserve toujours la possibilité, si il y a des éléments qui plaident en ce sens, de changer les taux d'intérêt. Donc ce n'est pas une pause indéfinie, il n'y a pas d'engagement de maintenir les taux au même niveau, mais il y a néanmoins un engagement à moyen terme qui est qu'on maintiendra les taux à un niveau élevé, le niveau actuel étant un niveau élevé, et oui, il y a eu cette phrase pendant longtemps. Ouais. Aussi longtemps qu'il sera nécessaire. C'est ça, en fait, il y a eu cette phrase lors du dernier communiqué, les taux d'intérêt directeurs ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour plutôt de l'inflation. Ça veut quand même dire que là, on est au bon niveau et que, sauf événement majeur, on reste à ce niveau longtemps, mais qu'il n'y a pas nécessairement besoin de hausse. Je ne crois pas qu'il faille interpréter cela comme ça. La Banque Centrale Européenne, comme d'ailleurs la Banque Centrale Américaine, se réserve la possibilité de réagir si nécessaire, y compris par une hausse supplémentaire de taux d'intérêt. Mais elle n'est pas annoncée, elle n'est pas pré-annoncée. Et ce qui est en revanche annoncé, c'est que lorsque le marché, beaucoup d'observateurs et de participants du marché pensent qu'il va y avoir très vite une redescente des taux d'intérêt, alors là, les deux banques centrales, les deux côtés de l'Atlantique, disent « détrompez-vous, notre intention est de maintenir les taux au niveau actuel longtemps ». Oui, et donc ça, c'est essentiellement pour empêcher les participants du marché de se convaincre progressivement que les taux vont rebaisser très vite. Donc là, vraiment, c'est un message qui est le même, aussi bien du côté de Christine Lagarde et de l'ensemble des banquiers centraux, de François Villeroy de Galhau, etc., que du côté des Américains, de Jay Powell et de l'ensemble de ceux qui s'expriment à la Banque centrale américaine. Que peut dire Christine Lagarde de la situation au Proche-Orient et à quel point ce risque d'embrasement peut peser dans la décision jeudi ? Oui, c'est une très bonne question parce qu'il n'y a probablement pas de décision sur les taux d'intérêt, à moins d'événements nouveaux totalement dramatiques et imprévus. En revanche, évidemment, les opérateurs, nos concitoyens partout en Europe et partout dans le monde vont scruter ce que va dire Christine Lagarde au nom du Conseil des gouverneurs. Et effectivement, la situation géostratégique mondiale s'est considérablement aggravée. Elle était déjà très très grave et particulièrement grave pour les Européens, pour ceux qui ont à gérer la guerre en Europe, avec une proximité géographique effrayante. Mais maintenant, nous avons une seconde guerre, et une guerre au Proche-Orient qui est également très proche de l'Europe. Donc là, l'Europe me semble être dans une situation qui est une situation de grand continent en voie de parfaire son unification, mais qui se trouve très proche de zones géostratégiques extraordinairement dangereuses. Et donc on ne peut dans ces circonstances qu'être très vigilant, très prudent et évidemment renforcer la résilience de l'ensemble des pays européens et de l'Europe elle-même. Et je pense que c'est un message de résilience qu'il est probable que nous allons avoir de la part de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde. Et il y a eu un autre événement quand même aussi hier sur les marchés financiers, les marchés obligataires, les taux américains, donc l'obligation américaine à 10 ans qui est passée au-dessus de 5%. C'était la dernière fois, c'était en 2007. Forcément, les taux longs suivent aussi en Europe. Est-ce que c'est un effet voulu, souhaité par les banques centrales? Ça va les aider dans leur lutte contre l'inflation? Comment est-ce qu'elles interprètent ça? Écoutez, d'abord, en effet, c'est un événement important que le marché a suivi avec énormément d'attention. Auparavant, le problème était un peu inverse, c'est-à-dire qu'on avait une yield curve, comme on dit, une courbe des rendements, dans laquelle la surprise était que les taux courts étaient assez élevés et les taux longs beaucoup moins. Et ceci était interprété par certains
comme la marque d'une probable réelle difficulté économique à terme, la pré-annonce, si vous voulez, de stagnation, voire de récession. Donc on est dans une situation où effectivement les taux longs américains, compte tenu de ce que sont les taux courts actuels, et compte tenu de ce qu'est l'histoire des taux aux États-Unis, reviennent à un niveau qui est, disons, convenable. Je ne crois pas qu'il faille interpréter ou surinterpréter cette augmentation des taux américains comme étant très dangereuse pour la croissance, ni d'ailleurs comme signalant que tout va bien. Il est normal que le marché respire, et il y avait auparavant une certaine anomalie quand même dans des taux longs qui restaient très exagérément, peut-être aux yeux de certains, exagérément bas. Enfin, en tout état de cause, nous sommes dans un univers très incertain, hein, un univers très dangereux, je l'ai dit, singulièrement pour le monde entier, mais aussi pour les Européens, très dangereux, et un univers très incertain aussi, en particulier parce que les banques centrales, qui sont très déterminées, qui ont pris des décisions très importantes, qui ont augmenté les taux d'intérêt 10 fois en Europe, 11 fois aux États-Unis, ont l'ambition de nous reconduire à la stabilité des prix dans une perspective de moyen terme, ce qui veut dire en 2025. Mais au total, évidemment, elles ne l'ont pas encore totalement démontré. Et donc nous sommes toujours dans une période de lutte, encouragée d'ailleurs par les réunions internationales, les institutions financières internationales. Le message, en gros, du FMI à l'ensemble des pays, mais singulièrement évidemment à l'Europe et aux États-Unis, c'est: ramenez-nous la stabilité des prix, vous avez des objectifs, atteignez vos objectifs. La stabilité des prix et la croissance aussi, parce que finalement le taux de dépôt donc à 4% en zone euro, c'est inédit hein, d'ailleurs pour la zone euro en tant que telle. Est-ce que vous faites le constat que ça rend la croissance économique plus difficile? Là on voit les prévisions de croissance qui sont très faibles. Est-ce que c'est justement le risque? Est-ce que c'est un risque d'avoir une croissance faible? Si vous voulez, le risque principal que nous aurions, ce serait de laisser l'inflation filer. Et quand on laisse l'inflation filer, on en a fait l'expérience, notamment avec une période dramatique correspondant au premier choc pétrolier en 1973, puis au second choc pétrolier à la fin des années 70. Et donc là, on a vu que le prix à payer pour une inflation très importante qui se mettait à galoper aux alentours de 14%, 15%, en étant complètement ancré à des niveaux si importants. Ça a conduit à avoir des taux d'intérêt non pas de 4%, mais de 17%, et à provoquer évidemment des récessions graves et des difficultés majeures, partout dans le monde d'ailleurs, à vrai dire. La crise des risques souverains de l'Amérique latine est née de cette période de négligence en matière de politique monétaire. Donc les banques centrales et l'ensemble, disons, de nos concitoyens ne veulent absolument pas de cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que le prix à payer pour arriver à la stabilité des prix, désiré ardemment par tous nos concitoyens, est trop important? Je ne crois pas que l'on puisse dire ça. Au total, si vous voulez, avec ces 4% que vous désignez, on est à des niveaux qui sont évidemment très inférieurs à ceux qu'on a connus dans le passé, mais aussi on est à un niveau de taux d'intérêt réel, en tout cas de taux d'intérêt réel court, qui reste négatif. L'inflation courte est encore supérieure aux taux d'intérêt qui sont pratiqués, aux taux d'intérêt courts qui sont pratiqués. Donc je crois qu'il faut rester très prudent, très vigilant, encourager bien entendu l'ensemble des autres partenaires, parce qu'il n'y a pas que les banques centrales. Et au sein de la Banque centrale, au sein du Conseil des gouverneurs, selon les dernières minutes par exemple, les membres ne semblaient pas totalement d'accord pour la dernière hausse de taux. Certains justement estiment que les critères de la BCE, il y en a 3 qu'elle établit pour décider d'une hausse, et bien cette fois-ci ils n'étaient pas tous remplis et qu'on a quand même monté les taux. Qu'est-ce que ça montre au sein du Conseil des gouverneurs? Mais il est normal qu'il y ait un débat au sein du Conseil des gouverneurs, comme au sein de tous les conseils de banque centrale dans le monde. Il est tout à fait normal de comparer les situations, d'avoir des analyses différentes et de conclure après avoir échangé complètement les vues des uns et des autres. Il n'est pas incompréhensible que dans une réunion, une assemblée, le Conseil des gouverneurs dans laquelle vous avez des pays qui sont très très touchés par une inflation très élevée,
les gouverneurs aient tendance à considérer que c'est un énorme problème. Dans des pays qui sont peut-être moins touchés, ils auront tendance à être plus bienveillants, disons, à l'égard d'une inflation plus élevée au niveau de l'ensemble. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble, hein. Nous sommes dans une économie fédérale du point de vue monétaire. Il n'y a qu'une seule zone euro sur le plan monétaire, qu'une seule politique monétaire, et donc il faut comparer les visions des uns et des autres. On fait la même chose aux États-Unis, on fait la même chose en Angleterre, on fait la même chose au Japon, et c'est normal. Donc je n'interprète pas du tout négativement le fait qu'il puisse y avoir débat, au contraire. Un débat dans des circonstances qui sont aussi complexes, aussi difficiles, me paraît en effet tout à fait bienvenu. Est-ce qu'on pourrait dire par exemple que l'inflation sous-jacente est quand même pas mal redescendue si on prend l'indicateur PCCI qu'il a fabriqué vraiment par la BCE, il est redescendu en dessous de 3%, alors que donc, le taux de dépôt est à 4%. Donc je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que vous s'agissant de l'ensemble de la zone euro. Moi j'ai une inflation core, c'est-à-dire une inflation là est à 4,5. Moi j'ai 4,5, c'est-à-dire un peu plus que l'inflation apparente, harmonisée. Hein, il faut voir que d'ailleurs l'inflation harmonisée est plus élevée que ce que calcule notre propre pays s'agissant de la France. Hein. L'inflation harmonisée européenne pour la France est plus élevée, nettement plus élevée que l'inflation française telle qu'elle apparaît, si vous voulez, dans nos propres chiffres. Mais au total, si vous voulez, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a quand même un certain parallélisme entre les États-Unis et l'Europe. On a les deux grandes économies intégrées qui sont les deux plus importantes au sein des pays avancés et qui, à elles deux, font une part énorme, disons, du produit intérieur brut et du commerce mondial. Dans les deux cas, on est assez proche. L'inflation apparente en Europe est de 4,3%, aux États-Unis de 3,7%. Donc il n'y a que 0,6% de différence. La dernière marche la plus difficile évidemment, aux États-Unis comme... Absolument, absolument. Et en Europe peut-être un peu plus difficile encore, d'abord parce qu'on voit qu'on a une inflation qui reste supérieure, y compris dans l'inflation sous-jacente, qui chez nous, je vais dire en Europe, est de 4,5%, alors que c'est de 4,1% aux États-Unis. Mais le problème majeur pour l'Europe, c'est qu'elle a à faire face, depuis le début de l'inflation, c'est-à-dire depuis le milieu de l'année 2021, à une situation donc de choc d'offres, c'est-à-dire de hausse des prix du pétrole, hausse des prix du gaz, hausse des prix des matières premières agricoles. Cet ensemble-là, à cause d'un ensemble de facteurs, nous sommes beaucoup plus dépendants de l'étranger que les États-Unis. Ils se suffisent à eux-mêmes, si vous voulez, très largement dans ces domaines. Et puis, il y a la guerre en Europe. Et donc, tout ça fait que nous avons un choc d'offres beaucoup plus considérable, ce qui explique d'ailleurs que nos taux d'intérêt aient moins augmenté au total en Europe qu'aux États-Unis. Hein. Réponse, elle pouvait pas être tout de suite les deux taux comparables, si vous voulez, c'est 4% d'un côté et 5,25% de l'autre. Vous voyez, il y a 1,25 entier de différence, 1,25% de différence entre les taux d'intérêt actuels aux États-Unis et en Europe. Et moi, je m'explique cela, non pas parce que l'Europe serait négligente, parce qu'elle ne ferait pas assez, parce qu'elle devrait faire la même chose exactement que les États-Unis, mais parce que chez nous, malheureusement, nous avons un choc d'offres qui affaiblit, bien entendu, la croissance économique, qui correspond à des prix plus élevés pour l'alimentation et pour le pétrole et le gaz, alors qu'aux États-Unis, ils sont dans une meilleure situation, ce qui fait que la Banque centrale doit faire plus pour arriver à la stabilité des prix. Et vous l'avez bien noté, évidemment, l'objectif est le même des deux côtés de l'Atlantique. Ce que l'on veut des deux côtés de l'Atlantique, c'est d'avoir une inflation, des indices de prix à la consommation aux alentours de 2%. Aux alentours de 2%. Oui, mais il y a effectivement une différence de politique monétaire, de concept de politique monétaire entre l'Europe et les États-Unis, puisque les Européens disent « nous demandons à la Banque centrale d'assurer la stabilité des prix et nous gouvernement, nous Parlement, nous nous chargeons du reste ». Aux États-Unis, on demande à la Banque centrale d'assurer la stabilité des prix, et elle a dit la stabilité des prix, c'est autour de 2% à moyen terme, et puis on lui demande aussi d'assurer, disons, le plus de croissance et d'emploi possible. Mais au total,
nous avons le même objectif de stabilité des prix. Et c'est quelque chose que je crois est très important. Il est quand même remis en cause aussi au vu des transitions qu'on a connues. Certains le voient plutôt à 2,5–3%. Non, l'objectif, à mon avis, ne peut pas varier en permanence. Les prévisions, peut-être, on peut se dire, mais pour arriver... L'objectif, le revoir à long terme, à court terme, tant qu'on va vers cet objectif, effectivement, ça paraît... ce serait décrédibiliser l'action de la BCE que de changer l'objectif, mais à long terme... si vous voulez, dans la mesure où les banques centrales sont précisément là, en dehors de toutes les difficultés du temps et même des difficultés politiques éventuelles, elles sont là pour assurer, si vous voulez, un ancrage solide oui, mais elles peuvent s'adapter de la stabilité des prix. Grandes transitions, grandes mutations. Les universitaires peuvent débattre naturellement du point de savoir si 2% est réellement optimum, s'il ne faudrait pas plutôt 0 ou 1, parce qu'après tout la stabilité des prix c'est 0%, ou s'il ne faudrait pas plutôt 3 ou 4 ou plus. C'est normal. Nous sommes, si vous voulez, dans des sociétés où le débat, je disais que le débat était bienvenu au sein des conseils des gouverneurs, le débat est évidemment bienvenu au sein des économistes, au sein d'ailleurs des participants du marché. Je ne vous étonnerai pas en disant que le consensus actuel de l'ensemble des banquiers centraux, c'est qu'il ne faut pas changer la définition de la stabilité des prix ou l'objectif à 2%. Et il y a de très très bonnes raisons pour cela. Je pourrais vous donner toutes sortes de bonnes raisons qui vous expliqueraient pourquoi être à moins de 2% c'est très mauvais et plus de 2% c'est très mauvais. J'ai connu une période où certains préconisaient 4%. Et je crois que c'eût été une très très mauvaise réaction de la part de l'ensemble des banquiers centraux au moment de la grande crise de Lehman Brothers que d'aller dans ce sens. Mais au total, si vous voulez, nous sommes là en présence d'un consensus de l'ensemble des grandes banques centrales du monde, je dirais en tout cas des 4 grandes banques centrales des pays avancés dont les monnaies sont dans le panier des droits de tirage spéciaux. C'est une énorme réforme, à vrai dire, de facto, du système monétaire international que d'avoir un tel consensus sur ce qu'est la stabilité des prix au sein, si vous voulez, de ce panier des droits de tirage spéciaux. Et les Chinois qui émettent la dernière monnaie, le renminbi, qui est dans le panier des droits de tirage spéciaux, eux-mêmes sont tout à fait compatibles, si vous voulez, avec une stabilité des prix à 2%, en tout cas pour le moment. Donc, c'est assez universel. Je considère effectivement que nous avons eu là, sans nous en rendre compte, un changement monumental dans le système monétaire international et que ceci, à soi tout seul, permet d'ancrer mieux les anticipations de l'ensemble, disons, de nos concitoyens, les anticipations des entreprises, les anticipations des participants du marché. Et dans un monde horriblement difficile, horriblement tumultueux, horriblement dangereux, je l'ai dit à plusieurs reprises, les phénomènes géostratégiques que nous observons sont dramatiques. Le fait qu'on s'accoutume à la guerre dans beaucoup de continents est quelque chose de particulièrement dramatique que nous n'avons pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes dans un monde horriblement turbulent et dangereux, et de ce point de vue-là, un ancrage des anticipations est quelque chose qui est très important. On va parler du bilan de la Banque centrale, parce que c'est finalement quelque chose qu'ont en commun la Fed et la BCE, un bilan assez élevé. C'est quoi votre opinion là-dessus? Parce que forcément, ce n'était pas forcément votre préoccupation à l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu de rachat d'actifs massifs comme il y en a eu ces dernières années. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous en voyez les risques d'un dégonflement trop rapide du bilan, ou est-ce qu'il faut le laisser comme ça, justement, compte tenu des grandes incertitudes du moment? Je crois que c'est une très très grande question. Je corrige un tout petit peu ce que vous avez dit. J'ai moi-même acheté massivement des valeurs négociables italiennes, espagnoles, grecques, portugaises et irlandaises à un moment où il fallait lutter contre la crise. La crise de la dette. Donc ce n'était pas le QE, mais c'était des interventions très très déterminées et très importantes, je dois dire. Les premières, à vrai dire, les premières interventions très très importantes de la Banque centrale européenne sur les marchés de valeurs négociables. S'agissant de ce qui s'est passé depuis, toutes les grandes banques centrales des pays avancés ont considérablement augmenté la taille de leur bilan pour diverses raisons. Les QE, entre guillemets, les achats massifs de valeurs négociables ayant été l'une des causes.
Quelle conclusion en tirer? Il faut discuter de cela, évaluer cela. Certains préconisent le dégonflement rapide, d'autres disent non, on est dans un autre univers où les banques centrales doivent conserver un niveau très élevé. La Banque centrale européenne a prévu, et je crois qu'elle a parfaitement raison, de méditer sur cet aspect des choses et de conclure au niveau du Conseil des gouverneurs au printemps de l'année prochaine. Donc nous allons voir ce qui va se passer. À mon avis, il ne faut pas conserver des bilans hypertrophiés. Il ne faut pas non plus nécessairement revenir à la situation que j'ai connue moi-même lorsque j'ai été nommé président de la Banque centrale européenne, car le monde a réellement beaucoup changé. Au total, si vous voulez, il y a un entre les deux dont je souhaite ardemment qu'il soit plus ou moins le même des deux côtés de l'Atlantique, de manière à ce qu'on n'ait pas en permanence des inégalités en quelque sorte de comportement, alors même que l'on a, comme vous le savez, une très grande identité d'objectifs. Donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a eu un débat récent au sein de la Banque centrale européenne préconisant de faire en sorte que la Banque centrale ne transmette pas autant de profits, de revenus aux banques commerciales. Et parce qu'effectivement, comme les banques commerciales sont dans une situation de surliquidité importante, elles mettent cette surliquidité à 4%, si vous voulez, au titre des dépôts qui sont rémunérés à 4%. Et puis qu'ils préviennent aussi quand ils mettent en œuvre des actions. Alors ça c'est, à mon avis, ça a été écarté. C'est-à-dire que la décision éventuelle, des décisions de ce genre seront prises au printemps de l'année prochaine. Et je crois que c'est la sagesse, parce qu'il faut replacer une décision éventuelle de ce genre dans un contexte beaucoup plus général. Et puis, il y a diminution permanente, beaucoup plus importante qu'on ne le soupçonne. Par exemple, 1000 milliards d'euros ont été sortis du bilan de la Banque centrale européenne simplement par le remboursement des refinancements à long terme, les fameux TLTRO. Et donc là, on a effectivement une situation dans laquelle le dégonflement de la taille du bilan est beaucoup plus importante parce que se fait au fur et à mesure, en quelque sorte. Et puis vous avez le fait qu'on ne replace pas les rentrées correspondant à maturité. Juste un dernier mot très rapide sur Athènes, jeudi pour la réunion délocalisée. On va parler juste de la Grèce parce que le pays est dans une bien meilleure posture financière que quand vous êtes parti, forcément, parce qu'il y avait eu la crise de la dette dans les années 2010. Il y a une décision donc, de l'agence de notation S&P de mettre une note donc, de la catégorie investissement. Donc on n'est plus dans la catégorie spéculative. Mais est-ce que c'est normal que la Grèce emprunte maintenant bien moins cher que l'Italie, par exemple? Écoutez, ça ne montre pas des dysfonctionnements dans la zone euro. Oui, je ne vais pas me plaindre à chaque fois que nous avons de très bonnes nouvelles. J'ai connu l'époque où nombreux étaient ceux qui nous disaient la Grèce n'a qu'à sortir de la zone euro. Et la Banque centrale européenne, lorsque j'en étais président, et avec mon successeur, a fait énormément pour que la Grèce ne sorte pas de la zone euro, pour qu'on trouve des solutions qui n'étaient jamais faciles. En mai 2010, la Banque centrale européenne, quand j'en étais président, est intervenue massivement pour aider la Grèce et donc à racheter massivement du trésor grec sur les marchés alors que la spéculation internationale se déchaînait. Et j'ai eu de très nombreuses reprises à discuter avec donc c'est la solidarité européenne des ministres des Finances, certains ministres des Finances, pas très nombreux d'ailleurs, mais qui préconisaient que la Grèce parte. Donc nous avons là une formidable récompense. Je dois dire, elle me touche très profondément moi-même parce que nous avons tout fait pour qu'on puisse conserver la zone euro dans son intégrité, dans son intégralité. Il faut bien dire aussi qu'on est en présence d'un ensemble de pays, parce qu'il n'y avait pas que la Grèce qui était attaquée, l'Irlande, le Portugal, et je vous l'ai dit, l'Italie et l'Espagne. Alors vous m'avez parlé de la Grèce et l'Italie, je ne vais pas me prononcer sur le point de savoir si le marché apprécie correctement ou pas correctement les choses, mais c'était évidemment une très très bonne nouvelle qui rejoint une autre formidable nouvelle, à savoir que l'ensemble de nos concitoyens européens sont massivement approbatifs de la zone euro et de l'euro.
Hein. Ce n'était pas évident au départ. Lorsqu'on a fait l'euro, merci beaucoup. Ce n'était pas du tout évident. Oui. Mais nous avons maintenant un très grand accord de l'ensemble des concitoyens européens pour considérer que l'euro est une bonne chose. Et ça, c'est une profonde satisfaction. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne. Et donc jeudi, donc la réunion qui se tient à Athènes. Merci beaucoup de votre invitation.